Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être 60, un peu plus de 60 pour l'instant participants. Dans un premier temps, je vais vous demander si vous nous entendez bien, s'il n'y a pas de problème de son dans le chat. Simplement vous préciser que si vous avez des questions à poser qui ont trait à la présentation de Julien, ce serait cool de les poser dans l'onglet questions et non pas dans l'onglet chat, d'autant que si vous les posez dans l'onglet questions, ensuite vous avez la possibilité de voter euh, et ceux qui ont le plus de votes positifs sont remontés, on aura la possibilité de les poser à la fin à Julien. Donc voilà. Effectivement, je suis très nul pour faire deux choses en même temps, donc je ne pourrais pas regarder vos questions pendant que je fais la presse et je m'en excuse d'avance. On fera le Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Shine, qui ne sont pas très familiers avec ce que c'est une néobanque pour indépendants et petites sociétés. Et on a vocation à vous soulager, à vous accompagner dans vos démarches administratives et bancaires. Euh, et de ce fait, on propose autant de contenus possibles qui ont vocation à justement simplifier vos démarches et vous concentrer sur votre projet et sur votre mission de base. Et dans cette optique, on a un blog qui répond à pas mal de questions administratives et bancaires. Et on a initié il y a déjà un petit temps une série de webinars. Et là, on est en plein dans une série qui concerne la communication et le contenu. Et donc, le webinaire de Julien, c'est le deuxième sur ce type de série. Et le but de ces webinars, c'est de faire participer la communauté pour aider la communauté. Donc, on se rend compte en fait qu'il y a pas mal de gens qui sont experts dans des domaines divers et variés, et on trouve ça intéressant en fait d'avoir un espèce de cercle vertueux qui permet d'alimenter en connaissances les membres de la communauté par d'autres membres de la communauté. Euh, donc, comme je disais, le webinaire de Julien est le deuxième sur la série communication et contenu. Et Julien est l'utilisateur de Shine. Il est aussi du coup, concepteur, rédacteur et content manager freelance. Et ce qu'il fait, c'est qu'il aide les professionnels à trouver une ligne éditoriale sympa et une stratégie de contenu tout aussi sympa. Et donc, il a gentiment répondu présent pour vous donner quelques conseils en cette fin de matinée pour votre propre entreprise. Et donc, le webinaire va s'adresser à n'importe quel secteur et peu importe votre degré de maturité sur le sujet, je pense qu'il y a pas mal d'éléments qui pourraient vous intéresser. Euh, je pense qu'on va pouvoir commencer. On est 80. Donc, Julien, si tu es prêt, je te laisse la parole et la place. Ouais, je suis prêt. Donc bonjour à tous et merci vraiment d'être tous présents pour suivre ces modestes conseils et retours d'expérience que j'ai pu acquérir au cours de ma carrière entre guillemets. Je vais commencer par quelque chose de pas très poli. Je vais commencer par me présenter. Donc moi je m'appelle donc Julien Rioux. Comme l'a dit Virgile, je suis content manager et concepteur rédacteur freelance. Donc, historiquement, moi, je suis issu plutôt du milieu du journalisme. Donc, avant, j'étais journaliste radio. Ensuite, j'ai travaillé en agence pendant 5 ans au titre justement de concepteur, rédacteur et content manager, avant de prendre mon envol et de me mettre à mon compte. Donc, aujourd'hui, je suis également bénévole dans une association qui s'appelle l'Absurde Séance. Donc, je gère leurs réseaux sociaux. Donc, c'est une association qui prend un malin plaisir
disons-le, diffuser des films de merde dans un cinéma d'arrêt d'essai. Voilà, donc c'est assez rigolo. Et puis je suis aussi en parallèle, j'ai d'autres projets éditoriaux, notamment un projet qui s'appelle Nadimes, qui est une parodie de Madines, un peu comme le Gorafi qui parodie Le Figaro. Et enfin, je suis aussi co-auteur sur un podcast qui s'appelle Les Grosses Tech à Nantes, qui est justement une sorte de burger quiz, mais pour la tech et le numérique. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai une teinte qui est plutôt donc communication, mais plutôt éditoriale et rédactionnelle. Et c'est plutôt là-dessus que je vais axer ma présentation. Alors, quand on parle de ligne éditoriale ou de rédactionnel, alors est-ce que c'est plutôt du marketing, sales, communication? En fait, c'est un peu à la croisée de tous ces sujets. Donc forcément, quand je vais aborder ces sujets, il y a des choses peut-être que vous allez pouvoir reconnaître d'autres disciplines, des disciplines type marketing ou commerce. Donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas, c'est normal vu que ça impacte un petit peu tous les sujets d'entreprise, notamment le marketing et les sales. La ligne éditoriale, ça va toucher un petit peu tous ces enjeux-là. Autre chose aussi, si je commence à devenir trop jargonneux dans ma manière de parler, c'est-à-dire si j'emploie des termes qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas justement à vous manifester dans le chat ou dans les questions, histoire que je puisse repréciser. Les gens de Shine m'arrêteront pour que je puisse expliciter un peu mes propos. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, ça va se diviser en deux parties. Première partie que j'ai sobrement baptisée singulariser les prises de parole. Donc, c'est des gros termes pour dire que, en gros, on va voir comment est-ce qu'on fait pour trouver un positionnement et une tonalité qui sont cohérentes avec votre marque. Comment est-ce qu'on fait pour travailler ça? Et aussi, comment est-ce qu'on fait pour définir une ligne éditoriale et des piliers éditoriaux que vous pouvez dérouler après sur une stratégie de contenu, d'où la deuxième partie qui est structurer une stratégie de contenu avec une sous-partie appelée stratégie de contenu. Donc, vous voyez, on est bien sur le sujet de la stratégie de contenu. Donc, pour ça, je ferai une petite étude de cas et on verra ensemble aussi le parcours d'achat. Donc, c'est un funnel de conversion. Je préciserai tout à l'heure ce que c'est un peu plus précisément. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de ces parties, j'aimerais donc commencer par une très très brève étude de cas d'une société que vous pouvez connaître très certainement, puisqu'il s'agit de Shine. Alors pourquoi? Alors normalement, j'avais prévu une grosse étude de cas, et puis vu que Shine sont assez humbles, ils m'ont dit ouais non, réduis un peu cette partie. Donc j'en ai gardé que l'essentiel. Mais pourquoi est-ce que j'aimerais vous en parler? C'est parce que pour le coup, Shine, j'ai vécu leur communication et leur stratégie de contenu comme étant utilisateur, mais aussi en tant que professionnel. C'est-à-dire que je l'ai vécu en tant qu'utilisateur en mode ça marche bien, et en tant que professionnel, je me suis dit mais pourquoi ça marche aussi bien? Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi bien? Donc, grosso modo, ce que je voudrais vous partager avec vous, c'est vraiment les points marquants de cette stratégie de contenu, pourquoi ça a plutôt bien fonctionné. Alors, dans les grandes lignes, c'est parce qu'ils ont une parfaite connaissance de leur audience. D'ailleurs, il me semble que la plupart des employés de Shine sont aussi freelance, ou en tout cas continuent à être freelance en parallèle. Donc, effectivement, ça permet de continuer à entretenir cette bonne culture entrepreneuriale et de vraiment bien connaître l'audience. Il y a des contenus, ils créent des contenus adaptés à chaque pain point de leur cible. Donc, des pain points, c'est la traduction littérale de point de douleur, donc c'est-à-dire vraiment des choses qui tracassent leur cible au quotidien, c'est-à-dire des choses qui les empêchent un peu de dormir. Les canaux de diffusion sont plutôt bien sentis. Voilà, il y a une stratégie qui est, désolé pour le terme, mais multicanal, avec des approches qui sont différentes selon les canaux. Donc, il y a un groupe Facebook, il y a un centre de ressources et il y a un blog aussi. Enfin bref, c'est plutôt bien adapté. Il y a une tonalité cohérente avec le positionnement et l'état d'esprit de la marque. Donc, c'est pile poil ce sujet qu'on va travailler aujourd'hui. Et aussi, ils avaient entamé leur communication avant la sortie du produit, et ça, c'était plutôt bien vu. Donc, si vous êtes un peu pressé, que vous n'avez pas trop le temps d'assister au webinaire, si vous suivez à peu près ces grandes lignes, c'est bon, vous pouvez vous en sortir et vous pouvez y aller. Évidemment, je vous encourage plutôt à rester. Alors, premier sujet qui est celui de l'identité éditoriale. Donc, l'identité éditoriale, c'est comment est-ce que vous allez faire pour travailler vos prises de parole pour que vous soyez identifiés dès les premiers mots, dès les premières lignes. Alors, ce que vous pouvez travailler dans un premier temps sur la partie d'identité éditoriale, c'est plutôt le positionnement. Donc, le positionnement, je pourrais en faire un atelier complet parce que c'est quelque chose qui est extrêmement
extrêmement complexe et il y a plein d'éléments à aborder dedans. Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui sur le positionnement, c'est un exercice qui est assez simple à réaliser et qui permet justement de bien identifier là où on se situe et là où on pourrait se situer, qui est l'exercice de la matrice de positionnement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme barbare? La matrice de positionnement, en gros, ça consiste à avoir deux valeurs, donc en abscisse et en ordonnée, d'accord, et d'indiquer justement donc sur ces deux attributs les valeurs fortes et les valeurs faibles, d'accord. Comme je vous disais, ça vous permet non seulement de vous positionner sur un marché pour connaître, savoir où vous vous situez, mais aussi d'identifier là où il reste de la place pour vous positionner. Et alors justement, je voulais vous partager une vieille matrice que j'avais faite à l'époque où justement j'étais journaliste sur les médias en ligne. Donc j'avais fait ça. Donc où j'avais pris pour ordonnées. C'est comme ça, c'est vertical les ordonnées. Ouais, ok. En ordonnée, donc j'avais pris la typologie de contenu qui était réalisée, les approches. Donc en valeur haute, il y avait les enquêtes et en valeur basse, il y avait la partie analyse chronique. Et en abscisse, j'avais pris plutôt la teinte, couleur, orientation politique. Et du coup, ce que ça m'avait permis de constater à l'époque, c'est que il y avait objectivement de la place pour se positionner en tant que média en ligne sur des éléments très précis parce que c'était des choses qui n'étaient pas encore abordées par des médias en ligne. Donc, si l'objectif c'était d'avoir un minimum de notoriété et de faire de l'argent en tant que média, ben, peut-être que l'une des approches ce serait de se dire, ben, tiens, autant aller là où c'est pas du tout utilisé. Enfin, là où il y a personne aujourd'hui qui s'est positionné. Un autre exemple que j'avais fait, c'était à l'époque où je travaillais en agence, où on travaillait pour des gels et lubrifiants intimes. Et en fait, ce qu'on s'était rendu compte en faisant cette matrice de positionnement, c'est que globalement, en fait, ça s'adressait quasiment que aux hommes, et pas du tout aux femmes, et avec toujours ce message sous-tendu de performance. Et on s'était dit, bah tiens, ce serait peut-être assez intéressant de se dire que, de positionner la marque plutôt en s'adressant aux femmes et vraiment sur une thématique et une dimension plutôt de l'ordre de l'amusement. Et évidemment, donc pour les besoins de cet atelier, je me suis aussi amusé à le faire pour Shine. Donc effectivement, en allant chercher tous les logos, je vous explique pas après l'état de mon retargeting sur Internet, c'est assez catastrophique. Mais voilà, donc aujourd'hui le monde des néobanques, on peut utiliser plusieurs éléments pour les qualifier. Donc il va y avoir le type de service proposé. Donc il y en a qui sont vraiment sur du service bancaire pur et d'autres qui sont vraiment sur un accompagnement personnalisé. Et aussi en termes de cibles, il y en a qui ont des cibles extrêmement précises, identifiées, affirmées, et d'autres des cibles beaucoup plus larges. Donc c'est-à-dire pour tout le monde. Aujourd'hui, Shine est sur plutôt donc de l'accompagnement et proximité, donc justement en lien avec cette stratégie de contenu, comment la rapidité avec laquelle ils peuvent répondre aux emails ou même le groupe Facebook, etc. Donc il y a vraiment ce côté très très proximité avec leur cible et même leurs clients. Et effectivement, la cible précise, c'est affirmé, c'est la néobanque. Donc à l'époque, en tout cas moi quand j'avais souscrit, c'était la néobanque des freelances et des auto-entrepreneurs. Et aujourd'hui, je crois que c'est néobanque pour les entrepreneurs de manière plus large, puisque Shine travaille aussi avec des PM. Donc voilà, donc ça c'est pour l'exercice de matrice de positionnement. Si vous cherchez à comprendre un peu où est-ce que vous vous situez sur votre marché et où est-ce que vous pourriez vous situer sur votre marché, là où il y a de la place, donc je vous invite à faire cet exercice. Mais un autre exercice dans le prolongement qui peut être intéressant aussi, c'est le one-liner. Donc le one-liner, en gros, c'est comment est-ce qu'on fait pour matérialiser ce positionnement à travers juste une seule phrase. D'accord? Donc juste une phrase pour expliquer et décrire le positionnement. Donc qu'est-ce que c'est qu'un one-liner? Donc c'est ce que je vous disais, c'est vraiment une phrase pour les gouverner toutes. Donc comme son nom l'indique, ça permet de décrire une entreprise en détail en une seule phrase. Alors j'ai dit décrire, mais c'était un piège. En fait, c'est pas vraiment une simple description, le one-liner, puisque ça ne se contente pas de décrire l'entreprise, ça permet de faire comprendre aussi l'intérêt et la valeur ajoutée de l'entreprise. Tout ça toujours en une phrase. Donc ça sert à gagner du temps en allant à l'essentiel aussi, puisque le one-liner, c'est utilisé assez régulièrement. Donc notamment, alors moi je suis pas mal issu du monde startup. Et il y a un exercice qui est très récurrent, c'est l'exercice du pitch. Et en fait, les entreprises, pour gagner du temps dans le pitch,
ils balancent leur one-liner et c'est terminé. Après, ils ne parlent plus d'eux parce que objectivement et fondamentalement, ça n'intéresse pas beaucoup les gens quand on parle de son entreprise. Les gens sont plutôt intéressés par qu'est-ce que l'entreprise peut m'apporter. Donc en fait, justement, le one-liner, ça permet d'évacuer ce truc-là. On parle de l'entreprise, mais on parle plutôt de la valeur ajoutée et après, on peut dérouler le reste du discours. Donc voilà, ça sert vraiment à gagner du temps en allant à l'essentiel quand on se présente en tant que professionnel. Et aussi, ça prouve que l'intérêt de votre existence coule de source, puisque ça permet de faire comprendre pourquoi est-ce que vous êtes intéressant et pourquoi est-ce que vous avez de la valeur pour vos cibles ou pour vos clients. Alors, un exemple que j'ai en tête et qui est assez connu, c'est celui de Uber. Donc je suppose que vous connaissez, je vais pas vous expliquer ce qu'ils font. En revanche, justement, je trouvais leur one-liner était plutôt bien fait. Donc là, le one-liner que je vais vous présenter, c'était à leur tout début, justement, quand ils allaient pitcher pour des levées de fonds, pour des présentations sur des événements liés au web et au numérique. Donc le one-liner, le voici. Donc, you push a button and in 5 minutes, Mercedes picks you up and take you where you want to go. Donc, en traduit, vous appuyez sur un bouton et dans les 5 minutes, une Mercedes vous attend pour vous emmener là où vous voulez. Alors, pourquoi c'est cool? Pourquoi est-ce qu'elle est bien pourquoi est-ce que ce one-liner est plutôt bien fait? Parce que, grosso modo, il coche toutes les cases, c'est-à-dire qu'on comprend ce que fait l'entreprise, d'accord? Sans pour autant décrire l'entreprise. On comprend comment elle le fait. Et en fait, chaque élément de ce one-liner, c'est un détail qui en dit long sur le service. Par exemple, appuyer sur un bouton, ça signifie que c'est extrêmement simple à utiliser. Dans les 5 minutes, c'est un qualificatif pour faire comprendre que c'est rapide. Mercedes, c'est pour dire c'est pas un vieux taco qui va venir vous chercher chez vous. Et enfin, amenez là où vous voulez, c'est vous gardez le contrôle, c'est vous qui décidez. Donc voilà. Alors, donc c'est bien pour ce que ça fait, mais ce one-liner est aussi bien pour ce qu'il ne fait pas. Donc, en une phrase, il faut faire beaucoup de choix, d'accord? Donc, vous voyez qu'effectivement, Uber n'a pas décrit de manière exhaustive leur service. Pas un mot sur les chauffeurs, tout est centré sur l'utilisateur. Donc, même si les chauffeurs sont essentiels dans le modèle économique de Uber, ils se concentraient juste sur les utilisateurs. Donc, ça, c'est si vous travaillez, notamment si quand vous travaillez, vous avez 2 cibles différentes, c'est-à-dire des cibles partenaires et fournisseurs et des cibles utilisateurs finales, d'accord? Justement, là, le parti pris du beurre, c'était de se dire, nous, on s'adresse aux utilisateurs finales et après, nous, les démarches auprès des chauffeurs qu'on doit faire, donc des partenaires, on va plutôt faire ça sur de manière commerciale, mais plutôt marketing. Donc, le one-liner, il était centré uniquement sur les utilisateurs. Donc, il n'y a pas de buzzword tech comme application ou marketplace. Ceux qui bossent dans le milieu un peu numérique tech savent que aujourd'hui, c'est des mots qu'on voit jusqu'à en vomir presque. Je les ai oubliés, mais il y a aussi les fameux intelligence artificielle, donc IA et blockchain maintenant. Donc ça, c'est vraiment les deux des buzzwords super. Donc eux, ils en ont pas utilisé dans leur one-liner. Il n'y a pas de comparaison avec un secteur existant. Notamment, ils n'ont pas dit qu'ils disruptent le monde du taxi. Là, ils proposent vraiment leur vrai service. Et enfin, ils ne parlent pas de la manière dont on peut se procurer le service. Voilà, ça c'est pour ça qu'elle est plutôt bien faite. Donc pour résumer cet exercice du one-liner, ça n'explique pas ce que vous faites, ça véhicule les avantages à vous utiliser. Et ça en fait c'est une manière assez sympa d'exprimer de manière écrite, ou en tout cas de manière éditoriale, quel est votre positionnement, celui que vous avez travaillé précédemment justement sur cette matrice. Comment est-ce que vous faites pour l'exprimer avec des mots en une phrase? Et l'exercice du one-liner pour le coup peut être intéressant. Donc maintenant que vous savez comment vous êtes positionné sur votre marché et comment vous présenter rapidement et comment exprimer votre positionnement de manière fluide, vous pouvez maintenant travailler sur l'exercice de la tonalité. Alors, quand je parle de tonalité, c'est la manière dont vous allez vous exprimer avec votre marque, ou en tout cas avec votre entreprise. Que ce soit à l'écrit, par l'utilisation d'images, enfin vraiment par tous ces éléments-là. L'objectif, c'est pas forcément de ressortir des mots, des éléments de langage ou des champs lexicaux à utiliser, mais vraiment juste définir l'ambiance globale de votre tonalité de marque. C'est-à-dire, voilà, quand je m'exprime au nom de mon entreprise, au nom de ma marque, qu'est-ce que ça doit évoquer, quel ton je dois employer. Et donc, pour définir une tonalité, vous pouvez travailler donc 2 exercices assez simples
que j'aime bien réaliser avec les clients, ou en tout cas avec les prestataires avec lesquels je travaille. Donc le premier exercice, ça consiste à considérer sa marque comme une personne. Pour vous aider à trouver une tonalité, imaginez que votre entreprise ou votre marque soit une personne, vraiment qu'elle ait une existence et se retrouve vraiment littéralement en face de vous. Ok. Comment est-ce que vous la qualifieriez? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, quand on veut décrire une personne pour donner un aperçu très général, très global et très rapide de sa tonalité, de sa personnalité, on va employer 2-3 qualificatifs. Par exemple, peut-être que si vous voudrez me présenter rapidement à des gens, à votre cercle, peut-être que vous direz, tu verras, Julien, c'est quelqu'un de sympa, de drôle et surtout d'extrêmement compétent. Voilà. Donc c'est toujours des manières qu'on peut avoir de décrire ou de parler des gens. Et ça vous permet d'avoir, grosso modo, une idée du personnage. En tout cas, de la personne qui est en face de vous. Donc, c'est pour ça, je vous invite vraiment à vous poser, essayer de matérialiser votre entreprise et de vous dire, OK, c'est quoi les qualificatifs que je peux lui attribuer pour lui donner une forme de personnalité qui, pour le coup, moi, va m'aider à prendre la parole quand je m'exprime avec cette marque. Ensuite, il y a un autre exercice que vous pouvez faire, et donc celui-ci, il n'est pas de moi. J'en accorde le crédit à quelqu'un qui est à Nantes aussi, parce que moi je suis nantais, quelqu'un qui est à Nantes aussi, qui s'appelle Romain Saillet, qui a une entreprise qui s'appelle Storytailor. Et pour le coup, c'est lui c'est grâce à lui que j'ai connu cet exercice, parce qu'il avait fait une vidéo sur le sujet. Et donc cet exercice, c'est l'exercice de l'égérie de marque. Alors qu'est-ce que c'est que ça? En gros, il existe pléthore de tonalités que vous pouvez emprunter pour prendre la parole avec votre marque. Ça peut être comique, ça peut être tragique, ça peut être pathétique, pédagogue, enfin bref, plein de manières de le faire. Un exercice qui peut vous aider justement à trouver cette tonalité, c'est de trouver une égérie de marque. C'est de vous dire, voilà, avec tous les qualificatifs qu'on a trouvés précédemment, quelle peut être la personnalité réelle ou fictive qui pourrait devenir l'égérie de ma marque, qui pourrait prendre la parole pour moi, qui endosse justement cette personnalité, qui endosse ces valeurs et avec laquelle je serais extrêmement à l'aise pour travailler et pour communiquer. Donc justement, dans sa vidéo, Romain Saillet prenait l'exemple de Air France, parce qu'il avait fait ça avec Air France. Et ce qu'il disait, c'est que eux, ils avaient choisi Jean Dujardin, parce que Jean Dujardin, il incarnait un peu ce côté classe à la française, mais avec cette partie un peu bonhomie, où il se permettait d'avoir des références assez, ou en tout cas des sorties ou des prises de parole assez irrévérencieuses. Et justement, il y avait ce côté donc très classe, mais avec une petite tache de temps en temps qui vient casser le côté extrêmement solennel de cette expression de la classe à la française. Voilà. Donc ils avaient choisi Jean Dujardin à cet effet. Donc voilà, ça peut être un exercice qui vous aide dans la manière de créer une tonalité pour votre marque, c'est de dire, OK, qui serait le mieux à même de parler de ma marque et quels mots il utiliserait pour parler de moi? Ce serait quoi ces expressions? Ce serait quoi ces mots et ces tonalités? Donc ça, c'était pour le positionnement et la tonalité. Maintenant que vous avez ces deux éléments d'identité éditoriale, l'objectif après, ça va être de réaliser ce que j'appelle un peu pompeusement un calibrage éditorial. Donc, qu'est-ce que j'entends par calibrage éditorial? Ça va être premièrement de définir une ligne éditoriale. Donc là, j'aimerais m'arrêter juste 2 secondes là-dessus. En marketing, on a un peu galvaudé la notion de ligne éditoriale parce qu'aujourd'hui, les lignes éditoriales, c'est une cible avec un planning, des contenus, un rythme de publication, etc. Donc, on a complexifié un peu ce truc-là. Comme je vous disais en début de présentation, moi, je suis issu du milieu du journalisme. Et en journalisme, en fait, une ligne éditoriale, c'est quelque chose qui se résume en une seule phrase. D'accord. Donc, une ligne éditoriale, c'est l'expression d'une seule phrase qui reflète le positionnement donc de l'entreprise, en l'occurrence du média, parce que si on prend l'exemple du journalisme, donc qui reflète le positionnement du média, ses différentes prises de parole, et qui permet de partager la vision éditoriale à l'ensemble des rédacteurs présents au sein de rédactions, notamment dans les journaux.
Et c'est aussi la matérialisation éditoriale de votre why. Alors, le why, je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer ce que c'est. Et en plus de ça, vous avez de la chance, il y a une superbe vidéo YouTube qui existe de Simon Sinek sur une conférence TED qui explique en long, en large et en travers ce que c'est que le why. La vidéo commence à être un peu datée maintenant. Vous allez voir, c'était une première conférence TED, donc techniquement, ça commence à piquer un petit peu. Mais par contre, le discours reste toujours assez intéressant. Donc, passez pas trop de temps non plus sur le why, mais c'est un exercice que je trouve très intéressant à faire, notamment quand vous essayez de comprendre un peu comment est-ce qu'on peut formuler cette mission d'entreprise. Cette mission d'entreprise justement qui est exprimée par le why. Alors, quelques exemples de lignes éditoriales, justement de médias. Donc, comme je vous dis, je travaille à Nantes, donc forcément, je suis plutôt influencé par des médias de l'Ouest. Donc, j'ai Ouest France. Eux, leur ligne éditoriale, c'est l'actu de la commune au monde. Voilà. Et donc, Mediapart pour une ligne éditoriale plus nationale, on va dire, qui est le courage d'enquêter, le devoir de révéler. Donc, je me suis prêté à l'exercice d'essayer d'en trouver une pour Shine. Donc, désolé Estelle, c'était peut-être pas celle-ci. En tout cas, en lisant les contenus, ce qui m'a pas apparu assez clair, c'était que tous les contenus que produisait Shine, ça servait à guider les entrepreneurs dans les méandres de l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. Et j'ai l'impression que tous les contenus, quand ils sont édités, écrits ou décrits par Shine, vont globalement dans cette optique-là. En tout cas, à l'époque où j'ai commencé à faire où j'ai fait cette présentation, donc peut-être que ça a un peu évolué. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'il y a Estelle Zelizewski qui est présente aussi dans ce webinaire, qui est donc content manager de chez Shine, qui est donc la cheville ouvrière de cette stratégie de contenu que j'ai trouvé si cool. Donc, si jamais vous avez quelques questions à lui poser aussi en fin de webinaire, elle se fera manifestement un plaisir d'y répondre si vous avez des questions sur la stratégie éditoriale de Shine. Alors, juste pour faire le lien entre ce qu'on a vu juste avant, donc ça c'est la ligne éditoriale, donc guider les entrepreneurs dans la méandre de l'entrepreneuriat, et regardez comment est-ce que ça cohabite avec l'exercice de la matrice de positionnement, puisque donc cible précise, accompagnement et proximité, donc cible précise, les entrepreneurs, accompagnement et proximité, d'accord, en tout cas sur la valeur. Donc là, la ligne éditoriale, guider, accompagnement et proximité, les entrepreneurs, donc la cible précise, dans les méandres de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, juste pour vous dire comment est-ce que vous pouvez articuler ces différents exercices ensemble. La ligne éditoriale, c'est pas forcément quelque chose sur lequel vous communiquez, c'est plutôt quelque chose qui va rester en interne, notamment quand vous allez commencer à avoir un ou deux rédacteurs et que vous voulez vraiment que tout le monde partage exactement la même vision. C'est plutôt quelque chose qui va rester en interne. C'est pas trop la peine de communiquer dessus, mais en tout cas, c'est à partir du moment où vous allez commencer à structurer votre stratégie de contenu, c'est toujours cool d'en avoir une qui vous sert un peu d'étoile du Nord à suivre dans la création de vos différents contenus. Et donc, le deuxième dimension dans le calibrage éditorial, c'est de trouver les piliers éditoriaux. Donc, comme son nom l'indique, les piliers éditoriaux, ce sont des grandes thématiques sur lesquelles vont reposer votre stratégie de contenu. C'est un peu vos gars sûrs éditoriaux sur lesquels vous pouvez vous reposer quand vous savez plus trop quoi raconter. Ils seront toujours là. Donc, pour les piliers éditoriaux, il faut définir des thématiques sur lesquelles votre marque doit se positionner, sur lesquelles elle doit absolument prendre la parole et qui sont cohérentes avec votre positionnement et votre tonalité. Donc, je continue de filer l'exemple de Shine. En tout cas, moi, de ce que j'ai pu en comprendre en lisant les différents contenus. Donc, il y a plus de... Alors, pardon, j'en ai trouvé 3. Il y en a très certainement plus, mais en tout cas, c'est les 3 qui m'ont sauté aux yeux très rapidement. Donc, il y a tout ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, l'accompagnement administratif et aussi la vulgarisation bancaire. Donc, en fait, vous voyez, ça, c'est des grandes thématiques. À l'intérieur de ces thématiques, on peut raconter plein de choses différentes qui sont en lien avec votre activité ou votre cœur d'activité, mais en tout cas, vous savez que ce sont des éléments qui vous permettent de définir et de repenser des contenus à chaque fois que vous cherchez à en produire. Tant que ça tombe dans ces piliers éditoriaux-là, que ça répond bien à votre ligne éditoriale, enfin que c'est cohérent avec votre ligne éditoriale et que ça reflète bien votre positionnement et que vous employez la bonne tonalité quand vous commencez à rédiger, là, normalement, vous avez un petit peu rempli le job de la création de contenu et la première partie, en tout cas, de la stratégie de contenu.
Alors, maintenant qu'on a vu un peu comment est-ce qu'on fait pour singulariser ces prises de parole, on va voir comment est-ce qu'on va faire pour structurer une stratégie de contenu une fois qu'on a fait toute cette partie de calibrage. Alors, rapidement, j'aimerais partager avec vous encore une autre étude de cas, en l'occurrence Feed. Donc Feed, pour le coup, je suis pas là pour juger le bien fondé ou non de l'entreprise, les valeurs, etc. C'est juste que Feed, pour ceux qui connaissent pas, Feed, ce sont des repas en poudre, en bouteille. Donc à boire, en fait, il y a de la poudre dans une bouteille, on rajoute de l'eau et ça fait un repas. Donc c'est pour manger en 10-15 minutes. Et aussi en barre, donc c'est pareil, une barre égale un repas. Donc voilà, là l'objectif c'est vraiment pas de porter un jugement de valeur sur la pertinence de Feed, mais juste vous présenter comment est-ce qu'ils ont fait leur stratégie de contenu, parce que j'ai été victime là de leur stratégie de contenu, parce que j'avais cliqué sur un article qui parlait d'eux, donc j'avais cliqué sur un lien qui ramenait vers leur site. Et j'ai été retargeté, mais dans tous les sens et de manière extrêmement violente. Donc pareil, je me suis pris tout leur contenu dans la tronche. Donc j'ai pu voir aussi comment est-ce qu'ils ont articulé tout ça. Donc je vous transférerai la présentation en fin de webinaire. Comme ça, vous pourrez aller voir les vidéos vous-même. Là, je vais pas vous les montrer parce que sinon ce sera je vais pas vous les montrer, sinon ce sera un petit peu long. Donc première chose qu'ils ont fait, eux, via la création de contenu, ça a été de créer l'intérêt. Donc ça, sur cette première vidéo, pour eux, l'objectif, ça a été de mettre en avant une sorte de lifestyle avec la création d'une ambiance de marque, avec une cible affirmée, à savoir les jeunes cadres dynamiques qui aiment bien flamber sur les bateaux. Parce qu'en fait, cette vidéo, vous voyez des gens qui sont sur un bateau et ils ne sont pas entravés dans leur quotidien de fun parce qu'ils ont des bouteilles à boire, en fait. Ils sont pas entravés par des choses du commun des mortels comme manger, parce qu'ils peuvent faire ça directement sur leur bateau sans avoir besoin de réchaud ou de trucs comme ça. Voilà, ça, c'était vraiment pour poser une ambiance et commencer à montrer à qui c'était destiné. Ensuite, ils ont fait une autre vidéo, toujours dans cette partie de création d'intérêt. Et là, dans cette vidéo, ils décrivent, pas forcément très habilement, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister, tous les pain points des cibles. À savoir, c'est des repas équilibrés qui permettent de rester en bonne santé, qui permettent de gagner de l'argent. Alors bon, c'est pour dire que ça coûtait pas cher, mais eux disent gagner de l'argent, et qui permettent d'être libres et qui permettent de garder la ligne. Donc voilà, eux là, ils ont vraiment déroulé toute la partie toute la partie pain point et arguments en lien avec ça. Une fois que cette partie création d'intérêt était abordée, l'objectif pour eux, c'était de convaincre. Pourquoi convaincre? Parce que forcément, Feed, ils ont un positionnement un peu particulier, parce que dans le pays de la gastronomie comme la France, arriver avec une offre comme celle-ci, bah, c'est pas forcément très évident. Donc là, ils se sont fendus d'une série d'articles en fait où ils déroulaient chacun des pain points pour essayer de les adresser chacun séparément. Donc là, c'était notamment sur comment Feed vous fait gagner du temps et ils se sont permis de faire des calculs. Voilà, on pense qu'on veut de leur légitimité, mais en gros, ils en étaient arrivés à la conclusion que Feed, ça vous fait gagner plus de 2 ans et demi sur toute une vie. Donc probablement si vous mangez que ça pendant tous les repas, puisque effectivement ça raccourcit vos temps de repas. Donc ils ont calculé que vous pouviez gagner 2 ans et demi sur toute une vie. Ensuite, sur la partie convaincre, ce qu'ils ont fait, c'était assez cool et c'était assez malin d'ailleurs, c'est qu'ils se sont aussi appropriés les vertus et les messages d'autres événements. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, ils ont été invités au salon GoHealthy. Et en fait, le fait qu'ils aient été validés par quelque chose d'extérieur, eux, ça leur permettait d'affirmer, de dire, bah regardez, GoHealthy nous invite, ils acceptent qu'on soit là, ça veut dire que fondamentalement, on n'est pas mauvais pour la santé, puisque un salon, quelque chose d'extérieur, reconnaît le fait que on se situe bien sur le marché du healthy. Et eux, la manière dont ils l'ont réexploité derrière, c'est qu'ils en ont écrit un article où justement, ils expliquaient qu'ils avaient été invités là-dessus. Donc ensuite, une fois que toute cette thématique autour de convaincre a été réalisée, eux, leur objectif, ça a été de rassurer leur cible. C'est comme je disais, effectivement, c'est pas quelque chose de commun, ce genre de nourriture chez nous. Donc là, ils sont allés, ils ont fait une espèce de grosse campagne RP, et puis pour le coup, ils avaient aussi demandé à des nutritionnistes d'analyser un peu ce que faisait Feed. Et en gros, effectivement, là, la nutritionniste, en l'occurrence dans le reportage, disait le midi, si vous avez le choix entre une pizza, un burger et Feed, Feed, ça reste quand même la solution la plus saine pour vous, quoi.
Voilà, donc là, c'était la validation scientifique, puisqu'il y avait un problème professionnel de santé qui disait, bah oui, en fait, c'est plutôt bien. Autre élément dans la réassurance, c'était un coup de génie, ça, de la part de la marque, c'était l'association avec Thierry Marx, puisqu'effectivement, bah, ça validait le côté gastronomie et de dire, bah regardez, nous, on est validé par un chef, un grand chef français, et en plus de ça, bah, ce chef français, il porte pas mal de valeurs autour de l'innovation. C'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup sur l'innovation, Thierry Marx, donc pour le coup, eux, ça les a arrangés un petit peu. Et ce qu'ils ont fait après aussi, c'était bah, beaucoup de témoignages et de retours d'expérience. Le témoignage client, c'est un peu l'alpha et l'oméga de la stratégie de contenu parce que c'est des choses qui marchent hyper bien. C'est des choses qui sont assez efficaces et plutôt pas mal faites. Alors, ça, c'était pour l'étude de cas de feed. Donc ça, je l'ai réalisé au tout début, d'accord, de feed, en tout cas de la stratégie de contenu. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça, d'accord. Je crois que ces contenus n'existent plus d'ailleurs. Ils sont passés sur autre chose, mais en tout cas, c'était voilà, ça a été à leur lancement. Comment est-ce qu'ils ont suivi, comment est-ce qu'ils ont exploité la stratégie de contenu dès leur lancement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont basés sur la buyer journée. En tout cas, moi, j'ai interprété comme ça, comme j'ai vu. Donc, ça s'appelle parcours d'achat dans la langue de Molière. Et en fait, ça théorise les différentes étapes par lesquelles toute personne est censée passer pour effectuer un achat. Que ce soit quand on achète une baie de stockage avec 10 milliards de Tera à l'intérieur, une maison ou un NUTS dans la machine à friandises, généralement, le parcours d'achat, il dit bah, vous passez grosso modo par les mêmes étapes à chaque fois. Donc, il y a 4 étapes dans ce parcours d'achat. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un funnel de conversion. Donc, funnel de conversion, c'est un terme marketing pour dire qui théorise en fait comment est-ce qu'on fait passer quelqu'un de l'état de prospect à l'état de client. D'accord. C'est comment est-ce qu'on fait pour faire monter en chaleur un prospect jusqu'à ce qu'il passe à l'acte d'achat. Donc, 4 étapes dans le parcours d'achat. Donc, la première étape, c'est ce qu'ils appellent l'étape de la découverte. Donc, c'est à cette étape que les cibles, vos cibles, elles vont mettre des mots sur leur mal, c'est-à-dire elles vont identifier leurs difficultés et elles vont commencer à idéaliser une solution qui pourrait répondre à leurs attentes. Donc, cette étape, c'est celle des besoins. Ensuite, l'étape de la considération. Donc, c'est à cette étape que vos cibles elles vont commencer à rechercher les différentes solutions qui vont les aider à répondre à leurs besoins. Donc, c'est là elles vont commencer à se renseigner, à regarder, à faire ce qu'on appelle un benchmark. Donc, elles vont commencer à comparer différentes solutions pour voir laquelle pourra mieux répondre à leurs besoins. Donc, c'est à ce moment-là que vos cibles sont en quête de preuves. L'étape de la décision, c'est généralement ici que les drames arrivent dans les relations commerciales, puisque effectivement l'étape de la décision, c'est celle où toujours on a cette forme de dernière hésitation. Si vous avez acheté une maison ou quelque chose qui a beaucoup de valeur, je pense que vous avez déjà dû le constater. C'est vraiment au dernier moment, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis vraiment sûr de moi? Et donc, c'est là où vous allez commencer à rechercher d'autres trucs. Vous allez chercher à vous rassurer. C'est là où vous êtes en quête plutôt de garantie. Et c'est la même chose pour vos cibles. Elles sont plutôt en quête de garantie. Et enfin, l'étape d'utilisation. Félicitations. Vous avez un nouveau client. Vous avez un nouvel utilisateur. Et donc, c'est là où il va commencer à vivre l'expérience promise à travers vos différents contenus. Donc, c'est là, si vous avez trop fait de boniment, vous allez passer pour des charlatans et ils vont découvrir le poteau rose. Donc voilà, l'étape d'utilisation, c'est vraiment l'étape où ils vont utiliser votre solution. Donc, très rapidement, comment est-ce que vous pouvez utiliser ce truc, somme toute, très théorique pour en faire quelque chose de très pratique pour structurer la stratégie de contenu? Donc, c'est le Buyer Journey Canva, donc le Canva du parcours d'achat. Donc, vous pourrez le retrouver dans ma présentation, je vous le file. Ça, c'est un truc que j'utilise pour établir et élaborer les stratégies de contenu de mes clients. Donc, comment il se compose? Donc là, vous avez les différentes étapes qui sont répertoriées. Ici, vous avez les attentes, d'accord? Donc, besoin, preuve, garantie et valeur perçue, donc ce que je vous disais. Donc, comment est-ce qu'on fait pour utiliser ce Canva? Donc, première chose qu'il faut faire, ça va être de définir les messages clés. Qu'est-ce que c'est que les messages clés? C'est de quoi on va parler selon les différents piliers éditoriaux. Donc, je l'ai rempli pour feed, d'accord? Donc, je vous laisserai le regarder, je vais passer rapidement dessus. Mais en gros, feed, là, dans les exemples que je vous ai donnés, il y avait 2 piliers éditoriaux, celui de gagner du temps et celui de bien manger. D'accord? Donc, ils ont décliné ça en messages clés adaptés à chacune des étapes du parcours d'achat. Donc, j'ai pas fait celui d'utilisation parce que je suis jamais allé jusqu'à l'utilisation de feed. Donc, voilà comment est-ce qu'ils ont décliné leurs piliers éditoriaux en messages dans le parcours d'achat.
Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? L'objectif, c'est de structurer la stratégie de contenu. Et pour ça, il faut commencer à créer des contenus. Qu'est-ce que c'est qu'un contenu? Un contenu, ça va être un sujet ou un angle, pour ceux qui ont un peu de connaissances journalistiques. Donc, c'est un sujet, un angle, un format et un canal de diffusion. Si vous remplissez ces 3 cases, félicitations, vous avez un contenu. Donc après, l'idée, ça va être de le mettre en œuvre. Alors, quelques indications pour les différents contenus aux différentes étapes. Donc, les contenus de découverte, rapidement. Donc, les contenus de découverte, ils doivent permettre à vos cibles d'identifier leurs besoins. Ça doit les accompagner à identifier justement leur pain point, leur petit tracas, ça doit appuyer sur des aspirations, des ambitions. Enfin bref, là, vraiment, l'objectif, ça va être de susciter l'intérêt. D'accord? Donc, il faut vraiment aller sur le comment est-ce qu'on fait pour capter l'attention. Et généralement, quand on parle des gens et de leurs difficultés, tu as plutôt tendance à capter l'attention. Donc, les sujets de découverte doivent avoir une portée plus pédagogique pour accompagner vos cibles dans la définition de leurs problématiques. Voilà. Donc, j'ai rempli le canevas au fur et à mesure pour feed. Vous le verrez dans la présentation. Je vais pas le refaire maintenant. Ensuite, les contenus de considération. Donc, qu'est-ce que ça doit faire, ces contenus de considération? C'est là où ça doit aider vos cibles à faire leur benchmark, ça doit apporter des réponses à leurs problématiques et expliquer comment est-ce que vous procédez pour résoudre ces problèmes. Donc, c'est vraiment à cette étape-là où les gens vont être en recherche des éléments qu'ils veulent absolument avoir pour vérifier que ça répond bien à vos problématiques. Et encore une fois, les réponses aux problématiques, ça dépend de vos cibles, donc faut bien les définir. Et je dis un mot très rapidement là-dessus. Je suis en train de dépasser très largement, mais je me permets juste un mot rapide là-dessus. Sur les leviers émotionnels de vos cibles, en fait, les leviers émotionnels de vos cibles, ce sont les différents leviers que vous pouviez actionner pour les faire passer à l'acte. Par exemple, feed. Eux, c'est le levier émotionnel de la rationalité, c'est-à-dire vous expliquez par A plus B en quoi c'était une décision intelligente de manger chez feed, enfin de manger du feed. Chez Shine, ça va plutôt être des leviers émotionnels autour des valeurs et autour aussi de ce côté un peu rassurant et bienveillance, parce qu'effectivement ça fait peur l'entrepreneuriat quand on se lance, et justement ils ont ce côté en mode non t'inquiète, ça va bien se passer. Et c'est un levier émotionnel qui incite vraiment à passer à l'acte, et justement les contenus de considération doivent permettre d'activer ces leviers émotionnels. Voilà. En y allant, en apportant des preuves justement que vous êtes les mieux à même pour répondre à leurs problématiques. Donc, c'est ici que vos contenus doivent apporter des preuves à vos cibles que vous êtes les plus à même de répondre à leurs problématiques. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc pareil, j'ai re-rempli le Canva pour feed. Ensuite, les contenus de décision. Donc, ça doit confirmer que vous êtes bien le champion et le plus à même de répondre à ses besoins. Ça doit apporter des preuves de votre expertise et prouver que vous êtes compétent et que ça marche. D'accord? Ça doit apporter des garanties et des éléments de réassurance à vos différentes cibles. Ici, les contenus doivent lever les derniers freins à l'acte d'achat ou les dernières réticences. Ne soulevez absolument pas de nouveaux lièvres quand vous êtes en train de faire un article de décision, parce que sinon, ça va refaire théoriquement, ça va refaire partir vos cibles au tout début du parcours d'achat en se disant ah oui, effectivement, il soulève un bon point là-dessus, j'ai besoin d'être assuré de nouveau là-dessus. Donc non, là, c'est vraiment apporter des garanties, des preuves et des éléments de réassurance pour faire sauter ces derniers freins à l'acte d'achat. Encore le Canva de feed. Et enfin, les contenus d'utilisation. Donc moi, je suis moins familier de ces contenus-là parce que je travaille surtout sur de l'acquisition. Je suis plutôt sur la partie marketing, pas vraiment sur de la fidélisation. Mais en gros, ces contenus, ils doivent potentiellement conduire vers de l'upsell, animer une communauté de clients et d'utilisateurs, prolonger l'expérience de marque, rythmer la relation client et aussi recueillir du feedback, ce qu'on appelle plus vulgairement en marketing de la fidélisation. Voilà. C'est fini, donc j'ai un peu bombardé sur la fin, mais pour le coup, vous retrouverez littéralement tous les éléments que je vous ai présentés, puisque je vous enverrai la présentation en fin de session. Donc merci beaucoup. Super, merci beaucoup Julien. On a quelques questions. On a notamment une question, même deux, qui concernent le one-liner. C'est des questions qui se rejoignent un petit peu. La différence peut-être avec un slogan, entre un one-liner et un slogan, et aussi comment je fais pour me poser et me dire qu'est-ce que mon one-liner, est-ce qu'il y a une méthodologie
spécifiques? Est-ce qu'il y a des Mm. questions précises à se Alors, poser? pour la dimension slogan, en fait, le one-liner, c'est effectivement donc une phrase, mais ça n'a pas forcément d'exercice de concision. Le slogan, c'est plus à rapprocher de la discipline publicitaire. Donc, ça va vraiment être des phrases, des accroches qu'on va retrouver sur différents supports, donc des affiches, ou des baselines. Donc là, il y a vraiment dans le slogan ou dans les baselines, il y a vraiment ce devoir de concision. Donc vraiment exprimer une idée très forte et de manière extrêmement percutante. Le one-liner, en fait, ça doit être extrêmement pratico-pratique. Vous voyez, comme celui de Uber, c'est objectivement pas très sexy. Hein, le one-liner dit, bah oui, tu appuies sur un bouton, puis en 5 minutes, il y a une Mercedes qui arrive, et puis ça t'emmène où tu veux. C'est absolument pas sexy, mais par contre, ça véhicule vachement de propositions de valeur de la marque. En fait, le slogan accroche, doit percuter, doit passer un message généralement, et le one-liner délivre tous les messages de proposition de valeur. Et ça a plutôt généralement un but pas pédagogique, mais un but de présentation rapide, là où le slogan doit plutôt avoir ce côté point dans la figure et se dire ah ouais, ok, c'est vachement bien. Hein Peut-être que le one-liner a moins vocation à laisser une empreinte dans l'esprit des gens que le slogan, qu'il est plus, il a plus vocation à aussi se poser la question de son propre positionnement et d'aider à mieux se connaître. C'est ça, effectivement, il y a vraiment un exercice presque de conception, rédaction et de poésie dans le slogan, par exemple. Si on reprend l'exemple d'Air France, je crois que c'était un des slogans que je trouve, l'un des slogans que je trouve le plus beau, qui a été inventé, c'était faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Donc, effectivement, en termes de one-liner, ça ne remplit pas cette exigence de dire, bah, tiens, qu'est-ce que c'est qu'Air France? Parce que si tu devais faire un one-liner, vous arrivez dans un aéroport et dans les 35 minutes, vous êtes dans un avion qui vous emmène dans votre destination de rêve. Voilà. C'est en gros la différence. J'espère que j'ai été clair. Et sur comment est-ce qu'on fait pour le trouver? Alors, effectivement, c'est une excellente question. Donc, soit c'est limpide pour vous et puis ça vient tout seul, ou alors ce que vous pouvez faire, en gros, ça va être de partir vers du brainstorming. En gros, l'idée, c'est vraiment d'écrire le plus d'idées possible, d'accord? C'est-à-dire, tiens, je pense à ma marque, c'est quoi les avantages à m'utiliser? Donc là, vous écrivez tous les grands avantages. D'accord? Littéralement tous les avantages de votre entreprise, de toutes vos valeurs, tous vos avantages. Ensuite, vous disiez, OK, tous ces avantages, comment est-ce que je peux les décliner en une formulation? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça me permet de faire? Par exemple, l'avantage de Uber, premier avantage, c'était de dire que c'était rapide. OK? Oui, mais rapide, comment est-ce que ça se qualifie? Donc là, ils ont dit, OK, donc c'est en 5 minutes, c'est une pression, machin. Donc c'est vraiment tout le détail des avantages, vraiment des éléments de détail. Une fois que vous avez fait cet exercice où normalement vous avez plein d'idées autour de vous, vous dites, OK, c'est quoi vraiment le plus essentiel, le plus important et le plus parlant? Donc ensuite, vous sélectionnez tous ces éléments et toutes ces manières de formuler qui sont liés à ces avantages. Et après, vous pouvez vous dire, OK, maintenant, j'essaie de structurer ça en une phrase. Donc là, j'ai pas de conseil particulier pour structurer ça en une phrase, même si c'est l'étape la plus compliquée. C'est juste un puzzle et un petit Tetris à opérer vous-même. J'ai pas malheureusement de bonnes pratiques pour vous faciliter la vie là-dessus. Désolé. Ok. J'espère que c'est clair. On a une question à propos des piliers éditoriaux. Est-ce que tu conseilles d'en choisir un nombre précis? Est-ce qu'il y a un maximum, par exemple, de piliers éditoriaux à déterminer? Ouais, alors pour pas vous assommer de travail et pas vous noyer justement sous les différents sujets, généralement, faut en trouver entre 3 et 5. Je recommande pas plus de 5, juste histoire de garder une certaine forme aussi de cohérence de vos prises de parole. Parce qu'effectivement, si vous commencez à en avoir, je sais pas, 7, 8, 10, bah, là, pour le coup, vous commencez à parler de tout et n'importe quoi et ça commence à perdre de la lisibilité un peu sur vos convictions, vos valeurs, sur la manière de vous positionner, sur ce sur quoi vous pouvez vous exprimer, ce sur quoi vous pouvez parler. Donc ouais, plutôt entre 3 et 5. Peut-être pour aller un peu plus loin, est-ce que tu conseilles de déterminer un ordre dans ce que tu établis pour construire une ligne éditoriale? Est-ce que je regarde les piliers éditoriaux avant le one-liner? Est-ce que l'un influe sur l'autre? Alors pour le coup,
Je pense que la partie positionnement et tonalité, c'est les premières questions il faut vous poser, parce que en fait, ça va permettre de bâtir, d'être un peu le socle sur lequel va reposer tout le reste de votre réflexion derrière. Parce qu'en ayant conscience de votre positionnement et de la manière de vous exprimer, ça va commencer à vous donner quelques indices aussi sur les manières de formuler un one-liner, sur la manière de formuler une ligne éditoriale, etc. Donc, pour le coup, l'exercice des piliers éditoriaux, c'est mieux de les faire une fois que vous savez quelle est votre ligne éditoriale. Parce que comme je vous disais, la ligne éditoriale, c'est vraiment votre étoile du Nord qui doit vous guider dans la production de contenu. Et en fait, les piliers éditoriaux, c'est une déclinaison très opérationnelle de la ligne éditoriale. C'est-à-dire que je sais dans quel but je dois aller. Et pour atteindre cet objectif-là, j'aimerais parler de ça et de ça, qui sont en l'occurrence les piliers éditoriaux. Pour le positionnement, comment on fait pour choisir les valeurs à mettre sur les abscisses et les ordonnées? Est-ce qu'il y a une... Alors, donc ça, généralement, c'est plutôt... Alors, ok, la question piège. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de réponse cartésienne à se dire tiens, il faut systématiquement prendre ça ou ça. Mais généralement, c'est plutôt sur votre analyse du marché. Il faut vraiment prendre en ordonnée et en abscisse, deux éléments extrêmement caractéristiques de votre marché. Donc ça, c'est assez simple à réaliser quand on est sur un secteur assez concurrentiel, quand vous évoluez dans ce qu'on appelle en marketing un océan rouge, où la concurrence est très comment dire, très exacerbé. Généralement, c'est assez simple de se dire aujourd'hui, les gens nous jugent sur ces différents piliers-là. En revanche, ce que vous pouvez faire aussi sur un secteur assez concurrentiel et que vous vous dites, deux attributs, c'est pas assez, ce qui peut être vrai, c'est de faire plusieurs aussi matrices de positionnement. Par exemple, je pense que quand vous êtes sur un secteur extrêmement concurrentiel, le positionnement prix, positionnement sur les coûts, donc coûts faibles, coûts élevés, va forcément entrer en jeu à un moment. Pour autant, est-ce que c'est bien de ne faire qu'une seule matrice de positionnement avec cette dimension qui n'est pas toujours extrêmement parlante? Je suis pas tout à fait sûr. Donc, vous pouvez en faire, si jamais il y a plus de deux axes qui permettent de définir votre marché, vous pouvez faire plusieurs matrices de positionnement. Mais ouais, vraiment, basez-vous sur votre connaissance concurrentielle aussi. Regardez comment communiquent vos concurrents, sur quoi ils s'appuient, sur quoi est-ce que les gens vont les juger. Et basez-vous là-dessus pour vous dire, OK, aujourd'hui, mon marché, il est plutôt structuré comme ça, ou sur ces quatre dimensions. Enfin, ça, c'est vraiment à vous c'est très spécifique à chaque marché. On a une question relative à la place du contenu selon le canal. Par exemple, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on va se concentrer sur des contenus découvertes exclusivement et, par exemple, laisser les autres contenus sur d'autres canaux comme le mail ou autre? Alors, c'est une bonne question et j'ai l'impression de faire que des réponses d'être la Suisse un peu à chaque fois, de faire que des réponses de Normands. Désolé pour les Normands. Ça dépend. Encore une fois, ça dépend de la manière dont votre marché est structuré. Parce que, en fait, vous regardez, si je reprends l'exemple de Shine, en fait, les contenus vraiment très lourds, mais dans le sens très, très éditoriaux et qui parlent de vrais sujets, ils les partagent sur les réseaux sociaux. Encore une fois, ça dépend des canaux sur lesquels sont situés vos cibles et sur les canaux que vos cibles emploient de manière régulièrement, qu'ils emploient régulièrement. Par exemple, je suppose que certains d'entre vous ont peut-être lu l'article sur le CFE, sur la déclaration CFE. Ça, typiquement, c'est un gros contenu de considération. Enfin, selon moi, ça reste un gros contenu de considération. Moi, la première fois que je suis tombé dessus, c'était via les réseaux sociaux. En tout cas, je vois qu'ils les repartagent en ce moment sur les réseaux sociaux. Et la première fois que j'avais cliqué dessus, c'était via une checklist que Shine envoie à chaque fois à ses nouveaux utilisateurs en disant hey, super, t'as ton statut, mais c'est pas terminé. Et du coup, sur chacun des trucs, il y avait des contenus associés. Donc, sur les canaux, ouais, généralement, les contenus de découverte vont plutôt aller sur les réseaux sociaux ou en tout cas sur les médias et les espaces que vos cibles vont consommer et sur lesquels ils vont être présents de manière naturelle. D'accord ? C'est-à-dire les endroits où ils se positionnent naturellement, sur lesquels ils vont, c'est plutôt là où on va effectivement poser des
des contenus de découverte, parce que comme je disais, les contenus de découverte, ils sont là pour capter l'attention dans cette vaste jungle de l'économie de l'attention. Donc, vu qu'ils servent à ça, l'objectif de capter l'attention, c'est vraiment d'aller là où ils vous connaissent pas forcément, mais de les attirer via un message, via un beau visuel ou quelque chose comme ça. Donc, effectivement, les contenus de découverte vont plutôt être associés aux réseaux sociaux, en tout cas sur les vecteurs de diffusion. Après, sur les autres, il n'y a pas de règles de diffusion. Ça peut être via de la newsletter. Si vos cibles consomment pas mal de presse en ligne, vous pouvez aussi faire comment ça s'appelle, de la régie publicitaire, où il va y avoir des bannières sur des sites de médias qui vont rediriger vers l'un de vos contenus. En fait, ça dépend vraiment de votre cible, de où elle est et de comment elle se comporte et elle interagit avec les contenus de manière générale. Ce qui suppose de faire un minimum aussi de recherche utilisateur, c'est-à-dire connaître un peu vos cibles pour savoir comment est-ce qu'elles font. Et si je peux intervenir rapidement, et il nous reste plus beaucoup de temps, mais je vais essayer d'être très rapide pour qu'on puisse répondre aux autres questions. Les réseaux sociaux, c'est très vaste. Vous utilisez pas du tout pareil LinkedIn, Facebook et Instagram. Donc, vous pouvez aussi utiliser un réseau social plus pour des contenus de découverte, mais un autre pour tout ce qui est fidélisation et entretien de votre relation client. Donc, ça dépend vraiment de votre activité et du secteur dans lequel vous exercez. Mais il faut aussi bien étudier la spécificité de chaque réseau social et voir comment il peut servir votre stratégie de contenu. Par exemple, justement, en parole d'utilisateur, moi, je ne suis abonné à Shine que sur LinkedIn et Twitter. J'ai rejoint le groupe Facebook, mais j'ai pas liké la page Facebook parce que pour moi, il y a pas d'intérêt. Enfin, j'y ai pas vu l'intérêt. C'est-à-dire qu'effectivement, sur la page Facebook, j'y vais plutôt pour les contenus de fidélisation, l'entretien de la communauté. Et effectivement, je suis plutôt, je perçois les contenus de Shine sur Twitter et LinkedIn. Peut-être sur le lien que tu ferais entre piliers éditoriaux et création d'articles pour un blog ou d'articles de manière générale. Est-ce que tu vois une ligne directrice entre les deux et comment tu sers de l'un pour arriver à l'autre? Ouais, comment je sers Alors, en gros, le pilier éditorial, c'est un peu comme comme en journalisme, en fait, où vous avez des sujets et vous avez plein de manières de les traiter différentes en fonction des angles. Par exemple, si je prends le sujet de l'écologie au sens journalistique du terme. Il y a plein de manières de le traiter. Par exemple, c'est où est-ce qu'on peut aller trier ses déchets. C'est quels sont, ça peut être aussi en sujet, quelles sont les entreprises qui aujourd'hui s'engagent dans l'écologie. Ça peut être aussi quelles sont aujourd'hui les villes qui ont mis en place le plus de dispositifs pour faire ça. Ça peut être un truc sur le tri des déchets. En fait, le pilier éditorial, faut voir ça un peu comme une sorte de boîte de gâteaux. Et à l'intérieur, les gâteaux, c'est tous les angles et tous les différents sujets et les manières de pouvoir aborder ces piliers éditoriaux. Donc, il faut vraiment voir ça comme une espèce de boîte à magie dans laquelle vous pouvez aller piocher tous les petits sujets en lien avec ce pilier éditorial. Super. On va prendre une toute dernière question pour ne pas dépasser le temps. Est-ce que tu as, hormis Shine, un modèle de marque à suivre pour définir un planning éditorial? Je ne sais pas si c'est le sens de la question, ou c'est peut-être plutôt une méthode ou une ligne directrice à suivre pour définir un planning éditorial et pour sélectionner ce que tu mets sur tel ou tel canal par rapport au contenu que tu as déjà. Du coup, je suis pas sûr de comprendre. C'est comment est-ce qu'on fait pour définir sur quoi on poste et quand est-ce qu'on poste, c'est ça? Je pense que c'est le sens de la question. C'est un modèle à suivre pour le planning éditorial. Alors, en gros, justement, sur l'outil que je vous ai partagé là, donc qui est le Canva du parcours d'achat, vous avez toujours donc le sujet, le format et le canal. Une fois que vous avez ça, l'objectif c'est de vous dire, ok, maintenant, comment est-ce que on va orchestrer ça pour faire en sorte de parvenir à cette conversion client, puisqu'on parle bien de ça. Hein, comment est-ce qu'on fait pour parvenir à cette étape de conversion? Donc l'idée, c'est de se dire, on va peut-être commencer par publier le post de considération sur le canal de découverte, pardon, sur le canal approprié, ensuite considération, décision, etc. Enfin,
Pour le coup, en fait, le Canva parcours d'achat permet déjà d'avoir cette première mouture de chronologie dans la publication. Ensuite, faut juste vous poser la question de savoir qu'est-ce qui est trop communiqué, qu'est-ce qui est pas assez communiqué, est-ce que ma cible a vraiment le temps de prendre, enfin vraiment le temps de prendre le temps de lire ces contenus. Donc, si vous balourdez, je sais pas, peut-être 10 contenus par semaine, peut-être que certains, ça va un peu les freiner. Donc, encore une fois, c'est assez spécifique sur un marché. Je sais absolument pas si j'ai répondu à la question. Moi, j'ai trouvé ça très clair, Julien. Ah bah merci. Je sais pas si Abidi, Laïla, c'était clair pour toi. Sur le contenu partagé, je suppose que vous parlez de ma présentation. Je vais la télécharger au format PDF pour vous l'envoyer. J'ai oublié de le faire, je suis désolé. Mais je suppose que on peut renvoyer un mail aux inscrits avec la présentation suite au webinaire. Oui, vous allez tout recevoir par mail ensuite, suite au webinaire. Donc, je ferai ça. Avant de terminer, malheureusement, on n'aura pas pu répondre à toutes les questions et on est désolé. Mais c'était assez dense, il y avait plein d'infos, donc, ce qui est trop cool. Il y a une question qui est remontée pas mal dans le chat, qui est celle de Romaric, qui demandait comment créer une ligne éditoriale quand on exerce plusieurs activités. Donc, pour prendre l'exemple de Romaric, qui est directeur de théâtre, directeur d'une école et acteur. Voilà, comment créer cette ligne édito quand on a des activités qui sont proches, mais finalement dans des secteurs un peu différents. Alors, pour le coup, effectivement, ça dépend comment tu cherches à t'exprimer. Si tu veux justement t'exprimer en ton propre nom, effectivement, moi, je prenais l'exemple de marque et d'entreprise. Donc, effectivement, si tu communiques au nom de ton théâtre ou au nom de ton école, machin, donc ça, c'est facile à faire. En revanche, si tu dis pour t'exprimer toi plutôt dans une optique, désolé pour le mot, je le déteste, mais c'est le premier qui me vient en tête, dans une optique de personal branding, si tu fais ça, trouve-toi ta ligne éditoriale. Tu vois, par exemple, moi, je m'en suis fixé une aussi à titre personnel parce que je travaille pour plein de clients, j'ai aussi plein d'activités à côté. Donc, je me suis fixé ma petite ligne éditoriale avec mon petit why et les petites règles de publication, mais vraiment à titre personnel. Donc, pour le coup, t'as pas l'exercice à faire pour toi de la personnalité et du positionnement parce que normalement tu te connais. Enfin, j'espère. Et de là peuvent découler ta propre ligne éditoriale à proprement parler. Mais par contre, si tu cherches à t'exprimer pour le compte de ton théâtre, pour le compte de ton école et pour le compte de ton métier d'enseignant, c'est ça? Directeur d'école, je sais plus. Directeur d'école, pardon. Tu peux très facilement, très facilement, déterminer une ligne éditoriale par établissement, par entreprise. Super. Super. Et alors, juste, j'ai une question, je réponds très rapidement. Quand on a plusieurs types de clients, faut-il faire une éditoriale dédiée à chaque cible Alors, encore une fois, ça dépend si tu t'exprimes à titre personnel ou pour le compte d'une entreprise. Mais non, généralement, tu peux faire une ligne éditoriale qui t'est propre. Quand tu es vraiment multi-cible, tu peux vraiment faire une ligne éditoriale commune qui t'est propre à toi. Parfait. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup à tout le monde de l'avoir suivi et merci beaucoup à Julien de l'avoir présenté et à Estelle de m'avoir épaulé et d'être intervenu. Je vous ai partagé les réseaux sociaux de Julien, donc son compte Twitter et sa page LinkedIn. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le suivre. Ça très heureux, je pense. Et Juliette a partagé un lien pour les prochaines sessions de webinar. Donc, on en a encore deux sur le thème contenu et communication. Donc, je ne sais pas si vous voyez, elle l'a posté à 12h29, très exactement. Donc, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et voilà. Merci tout le monde. Encore merci à tous. Bonne journée.